Bonjour à vous, ma famille la plus respectée, chérie et aimée d'un amour inébranlable. Bienvenue à la maison. Grâce à votre amour et votre fidélité, nous sommes désormais 23 000. Ce n'est pas juste un chiffre. Ce sont 23 000 histoires, 23 000 cœurs, et une seule famille que j'honorerai pour toujours. Mais ces derniers temps, j'ai ressenti un manque. Non pas votre loyauté, mais votre voix. Pourquoi devrais-je toujours demander vos likes et vos commentaires? Si votre cœur est toujours ici, laissez-le parler sans demander la permission. Je ne suis pas en colère. Je tiens trop à vous pour cela. Mais s'il vous plaît, si vous marchez toujours à mes côtés, si vous portez encore ce lien en vous, tenez-vous droit et dites-le fièrement dans les commentaires, je suis là. Et maintenant, permettez-moi de vous offrir une prière venant directement de mon âme vers la vôtre. Que vos mains ne manquent jamais de réconfort. Que votre foyer résonne toujours de paix. Que la sérénité reste proche de vous. Et que votre nom soit prononcé avec honneur, où que la vie vous mène. Que vos jours soient stables, vos nuits douces, et que votre cœur se sente toujours en sécurité. Vous ne faites pas seulement partie de ce voyage. Vous êtes le voyage. Et si vous le ressentez aussi, dites-le avec amour, je suis là. L'histoire, le prix du regret. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un chuchotement mécanique, révélant les couloirs d'un blanc stérile de l'étage exécutif de l'hôpital général Mercy. Matt Hugan sortit, ses chaussures en cuir italien ne faisant aucun bruit sur le linoléum poli alors qu'il se dirigeait vers le bureau du docteur Peterson. À 32 ans, il avait l'allure assurée d'un homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Plus lourd. 9 mois. Cela faisait exactement 9 mois qu'il n'avait pas arpenté ces couloirs. L'odeur antiseptique réveillait des souvenirs qu'il avait enfouis sous des journées de travail de 18 heures et assez de dons caritatifs pour financer un petit pays. Son bilan de santé annuel était une routine qu'il maintenait religieusement depuis l'entrée en bourse de sa société, en partie pour les assurances, mais surtout parce que son conseil d'administration insistait pour que leur PDG reste en assez bonne santé pour les rendre encore plus riches. Monsieur Hugh, sourit l'infirmière du docteur Peterson à son approche. Pile à l'heure. Le docteur va vous recevoir sous peu. Matt acquiesça, s'installant dans l'un des fauteuils en cuir moelleux de la salle d'attente. À travers les baies vitrées, la ligne d'horizon de Seattle s'étendait à l'infini. Les gouttes de pluie faisaient la course sur le verre, semblables aux larmes qu'il refusait de verser. Il avait des prévisions trimestrielles et des négociations de fusion en tête. N'importe quoi pour empêcher son esprit de vagabonder vers des pensées d'une peau sombre, de mains douces, et de la façon dont quelqu'un riait autrefois de ses blagues terribles. Monsieur Hugh. Le docteur Peterson apparut dans l'encadrement de la porte, un dossier à la main. Allons-y. L'examen se déroula avec une efficacité mécanique. Tension artérielle légèrement élevée, rythme cardiaque normal, bien que le médecin nota que Matt semblait fatigué. Poids, il avait perdu près de 7 kilos, sans le vouloir. Matt répondit aux questions de routine sur son sommeil, son stress et sa consommation d'alcool avec une esquive bien rodée. Il était devenu expert dans l'art d'éviter les conversations sur tout ce qui comptait vraiment. Tout semble en ordre, dit le médecin alors que Matt boutonnait sa chemise. Bien que je vous recommande d'envisager de parler à quelqu'un de la gestion du stress. Vos niveaux de cortisol sont préoccupants pour quelqu'un de votre âge. Matt enfilait ses bras dans sa veste de costume lorsque l'interphone de l'hôpital crépita, prenant vie avec une urgence statique. Code bleu, maternité. Nous avons un besoin urgent de sang B négatif. Tout donneur B négatif disponible, veuillez vous présenter immédiatement à la maternité. Je répète, besoin urgent de sang B négatif en maternité. Le docteur Peterson jeta un coup d'œil au dossier de Matt. Vous êtes B négatif, n'est-ce pas? Vous donnez votre sang depuis l'université, si je me souviens bien. Matt se figea, un bras à mi-chemin dans la manche de sa veste. B négatif. Le groupe sanguin le plus rare, partagé par moins de 2% de la population. Il donnait son sang depuis sa première année à Stanford, en partie par un désir sincère d'aider, en partie parce que c'était l'une des rares façons dont son sang rare pouvait être utile à quelqu'un. Monsieur Hugh. Oui, dit Matt lentement, enfilant complètement sa veste. Je suis B négatif. Ils ont vraiment besoin de vous là-bas. Urgence maternité. Le docteur Peterson secoua la tête. Le temps est compté. Sans un autre mot, Matt se mit en mouvement. Il ne se demanda pas pourquoi ses pieds le portaient si vite vers l'ascenseur.
Il ne questionna pas l'urgence soudaine qui lui serrait la poitrine. Quelqu'un avait besoin d'aide. Quelqu'un avec son groupe sanguin. C'était une simple question de mathématiques, de simple décence humaine. Le trajet en ascenseur vers la maternité sembla interminable. Matt regarda les numéros d'étage grimper. 12, 13, 14, 15. Son reflet le fixait depuis les portes en acier poli. Des cheveux noirs légèrement décoiffés par l'examen, des yeux gris que les gens qualifiaient souvent de calculateurs, mais que sa mère avait un jour décrit comme tristes. Un visage qui avait orné la couverture de Forbes 2 fois, mais qui ne lui semblait jamais tout à fait juste sur les photos. La maternité était un chaos enveloppé d'une précision médicale contrôlée. Matt s'approcha du poste des infirmières, sa présence commandant immédiatement l'attention comme l'argent et l'autorité le faisaient toujours. « Je suis là pour le don B négatif », dit-il à la première infirmière qui le remarqua. « Dieu merci », souffla-t-elle, le soulagement inondant ses traits. Salle 302, il prépare une césarienne d'urgence. La mère et les bébés sont en détresse. Bébé. Au pluriel. Matt sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac, mais il le repoussa. Les coïncidences arrivent. Le sang B négatif était rare. Il se rendait simplement utile. Il suivit l'infirmière dans un couloir qui sentait le désinfectant et l'espoir. La salle 302 était au bout du couloir, sa porte partiellement ouverte révélant une tempête d'activité médicale. Par ici, ordonna l'infirmière. La patiente est en travail actif, mais il y a des complications. Nous devons être prêts à tout. Matt hocha la tête, remontant sa manche en marchant. Il l'avait fait des dizaines de fois. Procédure simple, aiguille, sang, sauver une vie, rentrer chez soi. Sauf qu'ils ne se dirigeaient pas vers une salle de don. Ils entraient directement dans la salle d'accouchement. Je pense qu'il y a une erreur, commença Matt, mais l'infirmière poussait déjà la porte. La pièce était une symphonie d'équipements médicaux et de voix urgentes. Et au centre de tout cela, une peau sombre luisant de transpiration, des cheveux tirés en arrière sous un bonnet chirurgical, un visage déformé par la douleur et l'effort. Même au milieu du travail, même avec ses traits tordus par l'agonie, elle était la chose la plus belle qu'il ait jamais vue. Elle était aussi censée être un souvenir. Un chapitre clos. Une erreur dont il s'était éloigné 9 mois auparavant. 9 mois. Le calcul le frappa comme un coup physique. 9 mois depuis cette nuit-là. 9 mois depuis qu'il avait détruit la meilleure chose de sa vie parce qu'il était trop lâche pour admettre qu'il était terrifié à l'idée d'être heureux. 9 mois depuis qu'elle s'était assise dans son appartement, la main pressée sur son ventre, essayant de lui dire quelque chose d'important pendant qu'il était occupé à ériger des murs et à brûler des ponts. « Poussez, Nancy », disait le médecin. « Nous y sommes presque. » Encore une grande poussée. Nancy. Elle ne l'avait pas encore vu, debout, figé dans l'embrasure de la porte, tel un homme regardant son monde entier basculer sur son axe. « Monsieur Hughes », chuchota l'infirmière à côté de lui, « nous devons vous préparer pour le don. Les bébés pourraient avoir besoin de transfusion et... » La tête de Nancy tourna au son de son nom. L'amour, la confiance et les possibilités infinies rencontrèrent son regard à travers la pièce. Pendant un instant, le temps s'arrêta. Dans ce moment suspendu, Matt vit tout, le choc, la reconnaissance, puis une rage pure et non diluée inondant les traits de Nancy. Son corps se raidit sur la table d'accouchement. Non, halta-t-elle, sa voix tranchant le brouhaha médical comme une lame. Non, non, non. Nancy, vous devez vous concentrer, dit fermement le médecin. Le bébé couronne. Sortez-le d'ici, cria Nancy, ses yeux ne quittant jamais le visage de Matt. Sortez-le maintenant. La salle d'accouchement éclata en voix confuse. Le docteur Miranda Santos, le médecin traitant, leva les yeux. Nancy, qui est cet homme, demanda le docteur Santos sèchement. Sécurité, veuillez escorter. Je suis le père, dit Matt doucement. Sa voix était à peine audible par-dessus le chaos. Les mots semblaient étrangers dans sa bouche, lestés par la réalité qu'il avait refusé de reconnaître pendant 9 mois. Nancy laissa échapper un son qui était mi-rire, mi-sanglot, entièrement brisé. « Père ?» Elle le regarda avec des yeux contenant assez de douleur pour noyer un homme. « Tu n'es pas leur père. Tu n'es que le lâche qui s'est enfui. » La sécurité était arrivée. Matt leva lentement les mains. « Je vais partir, dit-il doucement. Je suis désolé.
Je suis tellement désolé, Nancy. Mais alors qu'il se tournait pour partir, Nancy saisit la main de l'infirmière la plus proche et poussa de toutes ses forces. Le premier bébé vint au monde avec un cri vigoureux. C'est un garçon, annonça le docteur Santos. Il est magnifique, Nancy. Des larmes coulaient sur le visage de Nancy, mais quand ses yeux trouvèrent à nouveau Matt, il ne contenait rien d'autre qu'une fureur glaciale. Faites-le sortir, hurla-t-elle encore. Je ne veux pas qu'il soit ici. Je ne veux pas qu'il les voie. La dernière chose que Matt vit avant d'être escorté hors de la salle fut le visage de Nancy, beau, féroce et absolument dévastateur dans son rejet. Dans le couloir, Matt s'affaissa contre le mur. À travers la porte entr'ouverte, il entendit le moment où leur deuxième enfant entra dans le monde. Une fille. Il avait un fils et une fille qui grandiraient en connaissant leur père comme l'homme qui avait abandonné leur mère. Chapitre 2, Vérité inavouée, 9 mois plus tôt. Le gala de charité était exactement le genre d'événement que Matt subissait habituellement. C'est alors qu'un serveur heurta une femme en blouse bleu marine. Le verre se brisa, le champagne trempa l'uniforme de l'infirmière. Sans réfléchir, Matt s'avança. « C'est entièrement ma faute », annonça-t-il fort. Je ne regardais pas où j'allais. L'infirmière le regarda avec des yeux bruns foncés remplis de surprise. Nancy Nichols, se présenta-t-elle. Infirmière en pédiatrie. Matt Hughes. Casseur d'ambiance professionnelle, apparemment. C'est ainsi que cela avait commencé. Pas avec de grands gestes, mais avec des blouses trempées de champagne. Leur relation s'était développée avec une intensité effrayante. Matt passait ses soirées à l'hôpital, non pour la publicité, mais pour voir Nancy. Je t'aime, avait chuchoté Nancy une nuit. Je sais que c'est trop tôt, mais je t'aime, Matt Hughes. Je t'aime aussi, avait-il répondu, le pensant plus que tout. C'était sa première erreur. Car l'amour signifiait vulnérabilité. Lorsque Nancy commença à parler d'avenir, Matt paniqua. Le point de rupture survint un mardi de mars. J'ai quelque chose à te dire, avait dit Nancy lors du dîner. Elle prit une profonde inspiration. Je suis enceinte, Matt. Nous allons avoir un bébé. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Enceinte. Le piège ultime. Quoi? Sa voix sortit froide. Enceinte, répéta Nancy, sa confiance se fissurant. J'espérais que tu serais heureux. C'est exactement ce que je veux dire, dit Matt en se levant brusquement. Tu t'attaches trop, Nancy. Tu fais des suppositions sur nous. Je n'ai jamais dit que c'était permanent. Il mentit, se détestant à chaque mot. Sors, Nancy. Sors de mon appartement, sors de ma vie. Nancy était partie cette nuit-là. Il s'était dit que c'était mieux ainsi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Nancy avait passé les 3 mois suivants à appeler son bureau, essayant de lui parler des échographies et des jumeaux. Son assistant, suivant ses instructions strictes, avait bloqué chaque appel. Retour au présent. Elle a essayé de vous joindre, dit Sarah Nichols, la sœur de Nancy, dans la salle d'attente. Sa voix était tranchante comme une accusation. Je ne savais pas, dit Matt doucement. Vous ne vouliez pas savoir, corrigea Sarah. Il y a une différence. Matt ferma les yeux. Quels sont leurs noms? Thomas Matthew et Emma Grace. Elle leur a donné votre prénom comme deuxième prénom, même après tout ce que vous lui avez fait subir. Thomas. Matthew. Emma. Grace. Ces enfants avaient des noms. Puis-je les voir, demanda Matt. Nancy a été très claire à ce sujet. Vous ne devez pas approcher d'elle ou des bébés. Sinon, elle appellera la sécurité. S'il vous plaît, dit Matt, la voix éraillée. Dites-lui que je suis désolé. Dites-lui que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Sarah le regarda froidement. L'amour n'est pas ce que l'on ressent, monsieur Hughes. C'est ce que l'on fait. Et ce que vous avez fait, c'est abandonner ma sœur quand elle avait le plus besoin de vous. Chapitre 3, premier rejet. 3 jours plus tard, Matt retourna à l'hôpital. Il portait 2 douzaines de roses blanches, les préférées de Nancy. Chambre 318. Il frappa doucement. Entrez, appela la voix de Nancy, fatiguée. Nancy était assise dans son lit, plus belle que dans ses souvenirs. Elle tenait un bébé contre sa poitrine, tandis que l'autre dormait dans un berceau.
Une bulle de perfection paisible. Puis elle leva les yeux. La transformation fut immédiate. La douceur disparut, remplacée par une protection féroce. « Que fais-tu ici ?»« Je t'ai apporté ça, » dit Matt en montrant les fleurs. « Tu te souviens que j'aime les roses blanches ? Tu t'es assez souvenu de moi pour partir. » Elle découvrit le visage du bébé qu'elle tenait. Thomas et Emma Hugh Nichols. « Regarde-les bien, car c'est la dernière fois que tu les verras sans une ordonnance du tribunal. »« Ils sont magnifiques, » chuchota Matt. « Je suis désolé, Nancy. J'avais peur. »« Tu crois que je n'avais pas peur ?» rétorqua Nancy avec amertume. « J'ai porté ces enfants seuls pendant 9 mois. J'ai accouché seul. Ce sont mes enfants. Ce sont aussi les miens, plaida Matt. Je ne peux pas simplement m'éloigner à nouveau. Tu l'as déjà fait. Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité. Matt recula vers la porte, laissant les roses sur la table. Ce n'est pas fini, dit-il doucement. Je vais trouver un moyen de réparer ça. Ne me contacte plus, Matt. L'amour, c'est ce que l'on fait. Et tu nous as abandonnés. Chapitre 4, Guerre juridique. Le cabinet d'avocats Morrison, Klein et Associés occupait 3 étages de l'immeuble le plus prestigieux de Seattle. L'établissement de la paternité est simple, déclara Richard Morrison. Nous déposons la requête, demandons un test ADN, et dans 60 jours, vous aurez une reconnaissance légale. Ensuite, la garde partagée. La garde partagée, répéta Matt. La moitié de leur vie. Mademoiselle Nichols contestera, mais vous êtes financièrement stable. Un juge aura du mal à arguer qu'une mère célibataire en difficulté peut offrir de meilleures opportunités qu'un homme de vos ressources. Quelles sont mes chances? Excellentes. Préparez les papiers. Dans son petit appartement, Nancy fixait les documents juridiques étalés sur sa table de cuisine. Requête en détermination de paternité. Demande de droit de visite. Il le fait vraiment, dit Sarah, furieuse. Il essaie de te les enlever. Il veut être leur père, dit Nancy avec lassitude. 9 mois trop tard. Margaret Yates, son avocate de l'aide juridique, arriva avec une mallette bon marché mais un regard déterminé. J'ai examiné la requête, dit Margaret sans préambule. Monsieur Hugh a des avocats puissants et des ressources illimitées. Si cela va au procès, ce sera difficile. Les juges hésitent à refuser les droits paternels sans preuve d'abus. Quelles sont mes chances de les garder? Demanda Nancy. Honnêtement? Ce sera un combat acharné. Nancy regarda ses enfants dormir. Matt avait déclaré la guerre. Mais il avait oublié une chose, une mère se bat toujours plus fort qu'un millionnaire. Regardez des choses comme la stabilité financière, les opportunités éducatives et les avantages à long terme. Alors l'argent gagne toujours, dit Nancy avec amertume. L'argent aide, corrigea Margaret. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Hugh vous a abandonné pendant votre grossesse. Il n'a fait aucun effort pour s'impliquer avant que les enfants ne soient nés. Ce schéma de comportement est quelque chose que nous pouvons utiliser. Nancy ressentit une étincelle d'espoir. Comment? Nous remettons en question son engagement. S'il voulait vraiment être père, pourquoi n'a-t-il pas répondu lorsque vous avez essayé de le contacter? Pourquoi a-t-il attendu après la naissance pour faire valoir ses droits? Nous dépeindrons l'image d'un homme qui veut jouer au père quand cela l'arrange, mais qui n'a aucune réelle compréhension des responsabilités quotidiennes impliquées. Cela ressemblait à une préparation à la guerre, ce qui, supposait Nancy, était exactement le cas. Une bataille pour la garde où ses enfants deviendraient des pions, et où la douleur privée de leur famille serait disséquée dans une salle d'audience remplie d'étrangers. Il y a autre chose, ajouta Margaret avec précaution. Monsieur Hugh dispose de ressources considérables, ce qui signifie qu'il peut faire traîner cela pendant des mois, voire des années. L'aide juridique peut vous représenter, mais nos ressources sont limitées. S'il veut vous épuiser par un litige prolongé. L'implication flottait dans l'air comme une menace. Matt avait les moyens de se battre aussi longtemps qu'il le faudrait. Nancy luttait déjà pour concilier son travail et les soins aux jumeaux nouveau-nés, ajouter des mois de bataille juridique les tiraient au-delà de son point de rupture. Je ne renoncerai pas à mes enfants, dit Nancy doucement, mais avec une volonté d'acier dans la voix. Peu m'importe combien de temps cela prendra ou combien d'argent il a, ce sont les miens. Le tribunal.
Le bâtiment du tribunal aux affaires familiales du comté de King était un monument à l'efficacité bureaucratique. Tout en béton et éclairage fluorescent, conçu pour dépouiller de toute émotion des procédures qui étaient, par nature, profondément personnelles. Nancy était assise à la table de la défense aux côtés de Margaret, essayant de projeter le calme alors que son cœur martelait ses côtes. De l'autre côté de l'allée, Matt était assis avec son équipe juridique, ayant tout l'air de l'homme d'affaires prospère dans son costume parfaitement taillé. C'était la première fois qu'elle le voyait depuis l'hôpital, et sa vue lui serra la poitrine, ravivant des souvenirs qu'elle avait travaillé dur à enterrer. Il avait maigri, remarqua-t-elle. Son apparence habituellement immaculée montrait des signes de tension, des cernes sous ses yeux gris, une crispation dans ses épaules qui trahissait des nuits sans sommeil. Bien, pensa-t-elle méchamment. Qu'il souffre une fraction de ce que j'ai enduré. Veuillez vous lever pour l'honorable juge Patricia Chen, annonça l'huissier, et la salle d'audience se figea au garde à vous. La juge Chen était une femme menue d'une cinquantaine d'années, aux yeux intelligents et aux cheveux grisonnants tirés en un chignon pratique. Elle s'installa derrière le banc avec les mouvements efficaces de quelqu'un habitué à prendre des décisions qui changeraient à jamais la vie des gens. Nous sommes ici pour l'affaire Hughes contre Nichols concernant la détermination de la paternité et les arrangements de garde pour les enfants mineurs, Thomas Matthew Hughes Nichols et Emma Grace Hughes Nichols. La voix de la juge Chen portait le poids de l'autorité judiciaire. Maître Morrison, vous pouvez procéder à votre déclaration liminaire. Morrison se leva avec une précision théâtrale, chaque mouvement calculé pour un impact maximal. Votre honneur, cette affaire concerne fondamentalement le droit d'un père de connaître et de prendre soin de ses enfants. Monsieur Hughes reconnaît que sa réponse initiale à la grossesse de Madame Nichols était inadéquate, mais il se tient devant cette cour aujourd'hui, prêt à accepter l'entière responsabilité du bien-être et de l'avenir de ses enfants. Nancy se sentit nauséeuse en écoutant cette version aseptisée des événements. Réponse inadéquate, donnait l'impression que Matt avait simplement oublié d'envoyer des fleurs, et non qu'il avait délibérément détruit leur relation et fui ses responsabilités. Monsieur Hughes est prêt à fournir un soutien financier, des opportunités éducatives et une stabilité qui garantiront à ses enfants tous les avantages dans la vie, poursuivit Morrison. Il ne cherche pas à diminuer le rôle de Madame Nichols en tant que mère, mais plutôt à établir sa place légitime en tant que père. Lorsque Morrison se rassit, Margaret se leva avec une dignité tranquille. Elle manquait du flair théâtral de Morrison, mais ses paroles portaient le poids de la vérité et du vécu. Votre honneur, Monsieur Hughes est peut-être prêt à être père maintenant, mais il ne l'était pas lorsque Madame Nichols avait le plus besoin de lui. Pendant sa grossesse, elle a tenté à plusieurs reprises de le contacter, de l'inclure dans les rendez-vous médicaux et les préparatifs pour l'arrivée de leurs enfants. Son bureau lui a répété à maintes reprises qu'il n'était pas disponible pour des affaires personnelles. Nancy observa le visage de Matt pendant que Margaret parlait, le voyant tressaillir à la description précise de son abandon. Une partie d'elle ressentait une satisfaction sauvage devant son malaise évident. Une autre partie, enfouie plus profondément et farouchement réprimée, souffrait de la douleur inscrite sur ses traits. Ce n'est pas une affaire sur les droits du père, continua Margaret. Il s'agit d'un homme qui a fui ses responsabilités et qui veut maintenant réclamer les bénéfices de la paternité sans en reconnaître les conséquences. Madame Nichols a été la seule pourvoyeuse, la seule soignante et la seule décisionnaire pour ses enfants depuis leur conception. Elle demande à cette cour de protéger ses enfants de l'instabilité émotionnelle d'un homme qui a déjà prouvé qu'il partirait lorsque les circonstances deviendraient difficiles. Les mots firent mouche. Le calme de Matt se fissura légèrement, ses mains se crispant sur la table devant lui. Nancy ressentit une fière vague d'orgueil devant la défense inébranlable de Margaret. J'aimerais appeler Madame Nichols à la barre, annonça Margaret. Marcher vers la barre des témoins ressemblait à une marche vers l'échafaud. Nancy garda les yeux droits devant elle, refusant de regarder Matt en passant devant sa table. L'huissier lui fit prêter serment avec une efficacité routinière et Nancy s'installa dans le fauteuil des témoins avec autant de dignité qu'elle put rassembler. Madame Nichols, commença doucement Margaret. Pouvez-vous dire à la cour quelle était votre relation avec Monsieur Hughes? Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, répondit Nancy, la voix stable malgré le champ de mine émotionnel qu'elle traversait. Je pensais que nous construisions quelque chose de vrai ensemble. Il m'a dit qu'il m'aimait. Quand avez-vous appris que vous étiez enceinte? En mars. J'étais excité de lui dire. Je pensais qu'il serait heureux. La voix de Nancy se brisa légèrement sur le dernier mot, se souvenant de cette nuit et de l'espoir qui avait été si brutalement écrasé. Comment Monsieur Hughes a-t-il réagi lorsque vous lui avez annoncé la grossesse?
Nancy prit une inspiration, se forçant à rester clinique dans son récit. Il m'a dit que je m'attachais trop. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention que notre relation soit sérieuse, que nous venions de mondes différents. Il a rompu avec moi ce soir-là. Avez-vous tenté de le contacter après cela? Oui, plusieurs fois. J'ai appelé son bureau, envoyé des lettres à son entreprise. Je voulais qu'il sache pour les rendez-vous chez le médecin, les échographies, le jour où nous avons appris que nous aurions des jumeaux. La voix de Nancy devint plus forte à mesure qu'elle parlait, alimentée par une colère juste. Son assistant m'a répété à plusieurs reprises que Monsieur Hugues n'était pas disponible pour des affaires personnelles et que je devais arrêter d'appeler. Comment cela vous a-t-il fait sentir? Morrison se leva immédiatement. Objection, votre honneur. Les sentiments du témoin ne sont pas pertinents pour la détermination légale de la garde. La juge Chen réfléchit un instant. Je vais l'autoriser. L'impact émotionnel des actions de Monsieur Hugues est pertinent pour évaluer son aptitude en tant que parent. Nancy regarda directement Matt pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience. Ses yeux gris étaient fixés sur son visage avec une expression d'un regret si profond qu'elle faillit perdre sa contenance. Cela m'a fait me sentir sans valeur, dit-elle doucement. Comme si j'étais quelque chose à jeter quand je devenais incommode. J'ai réalisé que l'homme dont j'étais tombée amoureuse n'avait soit jamais existé, soit été quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Le contre-interrogatoire de Morrison fut brutal mais prévisible. Il dépeignit Nancy comme vindicative, comme une femme empêchant les enfants de voir leur père par méchanceté. Il questionna sa capacité financière à subvenir aux besoins de jumeaux, suggéra que son emploi du temps d'infirmière laisserait les enfants à la garderie alors que Matt pouvait s'offrir des nounous à temps plein et les meilleures écoles privées. Nancy répondit à chaque question avec une précision calme, refusant de se laisser déstabiliser, mais elle pouvait sentir l'humeur de la salle changer, sentir que les arguments de Morrison sur les avantages financiers faisaient leur effet. Lorsque Matt prit la place à la barre, Nancy se prépara à d'autres explications aseptisées. Au lieu de cela, elle eut droit à une vérité brute et sans vernis. J'étais terrifié, dit Matt en réponse à la question de Morrison sur sa réaction initiale. J'ai grandi en famille d'accueil, je n'ai jamais eu de vraie famille. L'idée d'être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre, de potentiellement échouer avec mes enfants comme mes propres parents avaient échoué avec moi. J'ai paniqué. Mais vous êtes prêt maintenant à accepter cette responsabilité? Je suis prêt à essayer, corrigea Matt. Je ne peux pas promettre d'être parfait, mais je peux promettre que je ne les abandonnerai plus jamais. Ils méritent mieux que ce que j'ai donné à Nancy, et je veux avoir la chance de prouver que je peux être le père dont ils ont besoin. Le contre-interrogatoire de Margaret fut impitoyable. Monsieur Hugues, vous dites que vous étiez terrifié à l'idée d'être père. Étiez-vous aussi terrifié à l'idée d'être un petit ami, un partenaire, un mari? Oui. Mais vous avez entamé une relation avec Madame Nichols quand même, sachant que vous aviez ces problèmes. La mâchoire de Matt se serra. Je pensais pouvoir le gérer. Vous pensiez pouvoir le gérer, répéta Margaret. Mais quand c'est devenu réel, quand il y a eu de vraies conséquences à votre relation, vous avez fui. Oui. Et maintenant vous voulez que cette cour croie que vous êtes prêt à gérer les responsabilités de la paternité? J'ai suivi une thérapie, dit Matt doucement. Je travaille sur mes problèmes. Depuis combien de temps? Matt hésita. 6 semaines. 6 semaines de thérapie pour traiter une vie entière de problèmes d'abandon, dit Margaret, la voix dégoulinante de scepticisme. Monsieur Hugues, si vous ne pouviez pas vous engager dans une relation avec la femme que vous prétendez aimer, comment pouvez-vous vous engager envers des enfants qui auront besoin de vous chaque jour pendant les 18 prochaines années? La question resta en suspens comme une accusation. Matt regarda à travers la salle vers Nancy et elle vit quelque chose se briser dans son expression. Je ne peux pas faire de promesses sur l'éternité, dit-il finalement. Mais je peux promettre que je veux essayer. Ce sont mes enfants et je veux avoir la chance de les connaître. Même si cela signifie perturber le foyer stable que Madame Nichols a créé? Je ne veux rien perturber. Je veux en faire partie. Margaret sourit froidement. Monsieur Hugues, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas abandonner quelqu'un et ensuite vous attendre à être accueilli à nouveau dans sa vie quand cela vous convient. La paternité n'est pas un travail à temps partiel que l'on prend quand on se sent prêt. La juge Chen demanda une brève suspension et Nancy suivit Margaret dans le couloir, ses mains tremblant d'adrénaline et d'émotions contenues. Comment nous en sommes-nous sortis? Demanda Nancy.
L'expression de Margaret était sombre. Il a été plus honnête que je ne le pensais, ce qui nuit en fait à notre dossier. La Cour aime voir du remords et de la croissance, et ses avantages financiers sont réels, Nancy. Un juge regardant les écoles privées contre les écoles publiques, les fonds fiduciaires contre les prêts étudiants. Cela va être un facteur. Lorsque le tribunal reprit, la juge Chen rendit sa décision avec la précision clinique de quelqu'un habitué à modifier des vies en quelques mots. Cette cour reconnaît M. Hugh comme le père biologique des enfants mineurs et lui accorde des droits de visite surveillée, commençant par 2 heures chaque samedi dans un lieu neutre. Madame Nichols conservera la garde physique principale. M. Hugh est condamné à payer une pension alimentaire d'un montant de $3 000 par mois. Cet arrangement sera réexaminé dans 6 mois pour évaluer la constance et l'engagement de M. Hugh envers ses responsabilités parentales. Nancy se sentit simultanément victorieuse et vaincue. Elle avait gardé la garde principale, mais Matt avait obtenu exactement ce qu'il demandait, une reconnaissance légale et un accès à leurs enfants. La bataille était gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. À l'extérieur du palais de justice, Nancy se tenait sur les marches pendant que Margaret rangeait ses papiers. Matt émergea seul, son équipe juridique s'étant volatilisée dans des berlines noires. Pendant un instant, seul 1 mètre de béton et 9 mois de blessures les séparaient. Nancy, dit Matt doucement, l'épuisement pesant sur sa voix. Elle lui fit face, surprise par son propre calme. Tu as obtenu ce que tu voulais. Félicitations. Ce n'est pas ce que je voulais, répondit Matt. Je voulais que tu me pardonnes. Je voulais que nous retrouvions notre chemin l'un vers l'autre. Le rire de Nancy ne contenait aucun humour. Tu voulais une bagarre, tu en as eu une et tu as perdu. Ne me contacte pas en dehors des visites mandatées par le tribunal, Matt. Nous avons fini. Elle s'éloigna sans se retourner, laissant Matt seul sur les marches du palais de justice. Mais même en montant dans la voiture de Sarah, Nancy ne pouvait se défaire du souvenir de la douleur brisée dans les yeux de Matt lorsqu'elle lui avait porté le coup final. Chapitre 5, 3e rejet, le piège du bénévolat. 6 mois de visite surveillée avaient établi un rythme douloureux. Chaque samedi à 10 heures, Matt passait 2 heures sous l'œil vigilant de Madame Patterson, puis repartait avec l'impression d'avoir touché quelque chose de précieux, pour se le voir aussitôt arraché. Thomas et Emma grandissaient à une vitesse alarmante, changeant si rapidement que chaque semaine apportait de nouvelles étapes qu'il manquait entre leurs rencontres guindées. Les visites surveillées étaient des affaires stériles dans une pièce qui sentait le désinfectant et les familles brisées. Madame Patterson observait chaque interaction pendant que Matt essayait de créer des liens avec des enfants qui restaient essentiellement des étrangers. De beaux enfants, notait Madame Patterson. Bien adaptés, en bonne santé, clairement bien soignés. Il semble à l'aise avec vous, Monsieur Hugh. À l'aise. Une évaluation si tiède de ce qui aurait dû être la relation la plus importante de sa vie. Les séances de thérapie avec le docteur Rebecca Walsh étaient devenues les conversations les plus honnêtes de la vie de Matt. 2 fois par semaine, il disséquait 32 ans d'évitement émotionnel et de problèmes d'abandon. Parlez-moi de la visite de cette semaine, disait le docteur Walsh. Emma a ri, disait Matt, l'émerveillement dans sa voix. Elle a vraiment ri. Je lui faisais des grimaces et elle pensait que c'était la chose la plus drôle au monde. Comment cela vous a-t-il fait sentir ? Comme goûter à de l'eau quand on meurt de soif. Que faudrait-il pour prouver que j'ai changé ? Du temps, répondit Matt immédiatement. De la constance. Être là quand je dis que je le serai, à chaque fois, aussi longtemps qu'il le faudra. Cette conversation mena à sa décision de faire du bénévolat au service pédiatrique de l'hôpital Mercy Général. Travailler avec des enfants luttant pour leur vie mettait ses problèmes en perspective. Les enfants se moquaient de sa valeur nette. Ils voulaient juste quelqu'un pour lire des histoires, jouer à des jeux et écouter leurs peurs. Matt faisait du bénévolat depuis 3 mois lorsque Nancy découvrit sa présence. 3 mois à lire pour Marcus, 8 ans, qui insistait sur le fait que Batman pouvait vaincre le cancer par pure détermination. 3 mois à jouer à des jeux de société avec Sophie qui dessinait ses infirmières préférées et exigeait que Matt accroche les dessins au mur de la salle de jeu. 3 mois à apprendre qu'être véritablement utile procurait un meilleur sentiment que n'importe quel succès commercial. Il était au milieu d'une partie de puissance 4 avec David, 10 ans, lorsqu'il vit Nancy passer devant la fenêtre de la salle de jeu. Elle s'arrêta net, son visage passant par la surprise, la reconnaissance et la fureur. Le rythme cardiaque de Matt s'accéléra, mais il se força à finir la partie.
David suivait une chimiothérapie pour une leucémie et leurs parties hebdomadaires étaient devenues le moment fort de leur semaine à tous les deux. Le garçon méritait toute son attention, peu importe la tempête qui se préparait sans aucun doute dans le couloir. « Tu m'as laissé gagner » accusa David, mais il souriait en le disant. « Je ne ferai jamais ça » répondit Matt avec un faux sérieux. « Tu deviens juste trop fort à ce jeu. Tu seras là la semaine prochaine ?» La question était devenue un rituel, car les enfants atteints de cancer pédiatrique apprenaient tôt que les adultes faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Matt croisa le regard de David avec l'honnêteté que le garçon méritait. « Je serai là » dit-il simplement, et il le pensait de chaque fibre de son être. Nancy l'attendait dans le couloir lorsqu'il quitta la salle de jeu, les bras croisés et l'expression orageuse. Elle avait troqué sa blouse contre un jean et un pull, ce qui signifiait que son service était terminé et qu'elle avait attendu spécifiquement pour le confronter. « Il faut qu'on parle » dit-elle sans préambule. « Maintenant !» Matt la suivit le long du couloir, passant devant le poste des infirmières où plusieurs collègues de Nancy regardaient avec une curiosité non dissimulée. Il avait pris soin de ne pas mentionner son lien avec Nancy. Pendant son bénévolat, il se présentait simplement comme Matt, un homme d'affaires qui voulait donner en retour, mais les ragots de l'hôpital étant ce qu'ils étaient, il était inévitable que quelqu'un fasse le lien entre l'homme qui lisait aux enfants et le père des enfants de Nancy qui avait causé tant de drames. Nancy le conduisit au parking, ses talons claquant contre le béton avec un rythme sec et colérique. Le son résonnait sous le plafond bas, créant une atmosphère distinctement conflictuelle. Lorsqu'ils atteignirent sa voiture, Nancy se retourna pour lui faire face avec la fureur contrôlée de quelqu'un qui planifiait cette conversation depuis des heures. « Tu me harcèles sur mon lieu de travail maintenant ?» Sa voix résonnait contre les murs de béton, portant le poids de mois de colère réprimée. « Utiliser des enfants malades pour me manipuler, c'est bas, même pour toi. » L'accusation frappa Matt comme un coup physique. « Nancy, ce n'est pas ce que tu crois. »« C'est exactement ce que je crois », l'interrompit-elle, s'approchant jusqu'à ce qu'il puisse voir les paillettes d'or dans ses yeux bruns qu'il avait autrefois regardés avec amour. « Tu fais du bénévolat avec des patients pédiatriques parce que tu sais que je travaille ici. Tu essaies de réhabiliter ton image, jouant le rôle de la figure paternelle bienveillante pendant que tu te bats contre moi pour la garde de nos enfants. Ce n'est pas pour ça que je suis là, dit Matt désespérément. Je suis bénévole parce que ces enfants ont besoin. Ces enfants ont besoin de gens sur qui ils peuvent compter. Nancy lui coupa la parole, la voix montant à chaque mot. Ils ont besoin d'adultes qui ne disparaîtront pas quand les choses deviendront difficiles. Ils n'ont pas besoin que tu les utilises comme accessoires dans ta campagne pour convaincre un juge que tu as l'étoffe d'un père. Matt sentit la colère s'embraser dans sa poitrine, non pas contre Nancy, mais contre la situation impossible qu'il s'était créée. Tout ce qu'il faisait était désormais suspect. Chaque geste interprété à travers le prisme de ses échecs passés. Il ne pouvait pas faire de bénévolat à l'hôpital sans que ce soit de la manipulation, il ne pouvait pas exprimer une véritable préoccupation pour des enfants malades sans que ce soit stratégique. « Tu as tort », dit-il doucement, mais avec de l'acier dans la voix. « Je suis là parce que David attend nos parties avec impatience, parce que Marcus a besoin de quelqu'un pour croire en ses théories de super-héros, parce que Sophie me dessine des images que j'accroche sur mon réfrigérateur et auxquelles je pense tous les jours. »« C'est ça », dit Nancy avec un sarcasme amer. Le riche qui a abandonné ses propres enfants se soucie soudainement des enfants des autres. Comme c'est pratique. « J'essaie d'être une meilleure personne, » dit Matt, la voix se brisant légèrement sur les mots. « J'essaie d'apprendre à me soucier de quelqu'un d'autre que moi-même, mais apparemment, même ça, c'est mal à tes yeux. » Nancy rit, mais sans aucune gaieté. « Tu veux savoir ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas, c'est que tu essaies de devenir l'homme dont j'avais besoin 9 mois trop tard. Tu lis pour des enfants malades alors que tes propres enfants te voient 2 heures par semaine sous surveillance. Tu apprends à être attentionné et constant avec tout le monde sauf les personnes qui ont réellement besoin que tu le sois. » Les mots atteignirent leur cible avec une précision dévastatrice. Matt sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Le calme prudent qu'il avait maintenu pendant des mois commençait enfin à s'effriter. « Je les vois chaque semaine, » dit-il faiblement. « J'essaie de construire une relation avec Thomas et Emma. » 2 heures le samedi, ce n'est pas une relation, riposta Nancy. C'est un rendez-vous. Ces enfants ne te connaissent pas, Matt. Ils ne te font pas confiance. Ils ne courent pas vers toi quand ils ont peur ou ne te cherchent pas quand ils sont heureux parce que tu n'as pas mérité ces choses-là. Mais d'une manière ou d'une autre,
Tu penses que faire du bénévolat ici prouvera que tu es prêt à être père. Matt voulait expliquer la thérapie, les progrès qu'il avait faits pour comprendre sa propre psychologie, la façon dont le travail avec des enfants en phase terminale lui avait appris le courage et la résilience. Mais la colère de Nancy était un mur qu'il ne pouvait briser avec des explications ou des justifications. J'essaie, dit-il simplement, les mots inadéquats mais honnêtes. Tu joues la comédie, corrigea Nancy, la voix mortellement calme. Tu fais un spectacle pour la cour, pour les travailleurs sociaux, pour tout le monde sauf les gens qui comptent vraiment. Ces enfants te font confiance parce qu'ils ne savent pas ce que tu es vraiment. Mais moi je sais. Je sais que tu fuis quand les choses deviennent réelles. Elle se dirigea vers sa voiture, pêchant ses clés dans son sac à main avec des mains qui tremblaient légèrement malgré sa fureur contrôlée. Matt s'avança instinctivement. Une partie de lui croyait encore qu'il pouvait arranger ça avec les bons mots. Nancy, s'il te plaît. Laisse-moi juste expliquer. Expliquer quoi? Elle tourna sur elle-même pour lui faire face à nouveau et Matt vit des larmes s'accumuler dans ses yeux malgré sa colère. Expliquer comment tu ne pouvais pas t'engager envers la femme que tu prétends aimer mais que tu peux t'engager à lire des histoires à des patients atteints de cancer? Expliquer comment tu peux te montrer constamment pour des enfants qui ne sont pas les tiens mais que tu ne pouvais pas te montrer pour les tiens. Le parking tomba dans le silence, à l'exception du bruit lointain de la circulation dans la rue au-dessus. Nancy se tenait à côté de sa voiture, les clés serrées dans son poing, ressemblant en tout point à la mère guerrière protégeant ses petits d'une menace qu'il ne comprenait pas. « Je t'aime », dit Matt désespérément, les mots arrachés de quelque part au fond de sa poitrine. « Je t'aime et j'aime nos enfants et je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais... » L'amour, répéta Nancy, comme si le mot avait un goût amer dans sa bouche. Tu continues d'utiliser ce mot comme s'il signifiait quelque chose, comme s'il excusait tout ce que tu as fait. Ça n'excuse rien, admit Matt, mais c'est réel, Nancy. Quoi que tu penses d'autre de moi, ce que je ressens pour toi est réel. Nancy le fixa longuement et Matt vit quelque chose qui aurait pu être de la douleur traverser ses traits avant que le masque protecteur ne retombe en place. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde, demanda-t-elle doucement. Je vois un homme qui est très doué pour vouloir des choses qu'il ne peut pas avoir et très mauvais pour se battre pour les choses qu'il peut. Tu veux m'aimer? Tu veux être un père pour nos enfants? Alors arrête de jouer pour les autres et commence à faire le travail là où ça compte vraiment. Elle ouvrit la portière de sa voiture, puis fit une pause pour porter un dernier coup dévastateur. Ces enfants là-dedans, elle fit un geste vers l'hôpital, ils te font confiance parce qu'ils ne savent pas que tu partiras. Mais Thomas et Emma le sauront parce que je m'en assurerai. Ils comprendront que l'amour n'est pas quelque chose que l'on ressent. C'est quelque chose que l'on fait chaque jour, même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. Nancy monta dans sa voiture et s'éloigna, laissant Matt debout seul sous les lumières fluorescentes crues du parking. Autour de lui, les murs de béton semblaient se refermer, portant le poids de tout ce qu'il avait perdu et pourrait ne jamais retrouver. Mais alors même qu'il se tenait là, se noyant dans les décombres d'une autre tentative de connexion ratée, le téléphone de Matt vibra avec un texto. C'était le coordinateur des bénévoles. David demande si vous venez la semaine prochaine. La chimio ne se passe pas bien, et il aurait vraiment besoin d'un ami. Matt fixa le message, déchiré entre l'accusation de Nancy qu'il jouait la comédie et le besoin authentique d'un garçon de 10 ans qui se battait pour sa vie. Peut-être que Nancy avait raison. Peut-être que tout ce qu'il faisait maintenant était souillé par ses échecs passés, suspect à cause de son abandon envers elle et leurs enfants. Mais David l'attendait. Marcus lui avait demandé d'apporter une nouvelle bande dessinée de Batman. Sophie travaillait sur un dessin qu'elle voulait lui montrer. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Matt comprit la différence entre faire quelque chose parce que cela l'aiderait lui, et faire quelque chose parce que c'était juste. Nancy ne lui pardonnerait peut-être jamais de faire du bénévolat à son hôpital. Le tribunal pourrait ne jamais voir cela comme authentique plutôt que stratégique. Mais David avait besoin qu'il se montre la semaine prochaine. Et pour une fois dans sa vie, Matt allait être là pour quelqu'un qui avait besoin de lui, peu importe si cela aidait sa propre cause, même si cela lui coûtait tout le reste. Chapitre 6, 4e rejet, la bataille pour la garde. La décision de demander la garde partagée vint lors d'une nuit sans sommeil en novembre, 3 mois après la confrontation de Nancy dans le parking. Matt avait honoré son engagement envers David, Marcus, Sophie et les autres enfants, se présentant chaque semaine, quelles que soient les accusations de Nancy, mais ses propres enfants restaient des étrangers. Thomas et Emma avaient 8 mois maintenant,
développant des personnalités que Matt ne pouvait qu'apercevoir lors de brèves visites le samedi. Emma était prudente et observatrice, étudiant son visage avant de le gratifier de rares sourires. Thomas était extraverti, attrapant la montre de Matt et gloussant, mais même son ouverture semblait conditionnelle. Le point de rupture survint lorsqu'Emma fit ses premiers pas lors d'une visite. Elle longeait les meubles quand elle lâcha soudainement prise et fit 3 pas instables vers Matt avant de tomber dans ses bras. La joie sur son visage, la fierté de sa réussite. C'était tout ce dont Matt avait rêvé en tant que père, mais Nancy entendrait parler de ses premiers pas de seconde main par le rapport de Madame Patterson. Emma ferait à nouveau ses premiers pas à la maison, et Nancy penserait être témoin d'une étape importante alors qu'elle verrait une répétition. Ce soir-là, Matt appela Richard Morrison. « Je veux demander la garde partagée », dit Matt sans préambule. « Matt, nous en avons discuté. Construire lentement pourrait être. » « Ma fille a fait ses premiers pas aujourd'hui », l'interrompit Matt. « Et sa mère n'était pas là parce que nous sommes piégés dans ce système où je suis traité comme un criminel visitant ses propres enfants. La garde partagée sera une bataille. Madame Nichols combattra cela avec tout ce qu'elle a. Alors nous nous battrons en retour, dit Matt, sa voix plus dure qu'il ne l'avait jamais entendue. J'ai fait tout ce que la cour a demandé. Il est temps pour mes enfants de connaître leur père comme plus qu'un étranger du samedi. Êtes-vous sûr? Une fois que nous déposons la demande, il n'y a pas de retour en arrière, cela va devenir laid. Matt pensa aux pas hésitants d'Emma, au rire ravi de Thomas, à tous les moments qu'il manquait. Déposez les papiers, dit-il. Nancy fixa les documents juridiques éparpillés sur sa table de cuisine, ses mains tremblant d'un mélange de rage et de terreur. Pétition pour modification de l'arrangement de garde. Motion pour la garde physique partagée. Demande de visite avec nuitée. Visite avec nuitée. L'idée d'envoyer Thomas et Emma loin pour des nuits entières, de ne pas être là s'ils pleuraient ou avaient besoin de réconfort, serra la poitrine de Nancy de panique. Ils étaient encore des bébés, encore allaités, encore totalement dépendants des routines et de la sécurité qu'elle avait travaillé si dur à établir. « Il fait vraiment ça ?» dit Sarah de l'autre côté de la table, la voix serrée d'incrédulité. « Après tout ce que tu lui as dit, il essaie vraiment de te les enlever. » « Pas les enlever », corrigea Nancy machinalement, bien que la distinction semblât dénuée de sens. La garde partagée signifie qu'ils passeraient la moitié de leur temps avec lui, la moitié de leur vie avec un homme qu'ils connaissent à peine. Margaret Yates étala les documents juridiques avec une efficacité sinistre, son expression plus sérieuse que Nancy ne l'avait vue lors de leur précédente bataille judiciaire. « C'est plus agressif que je ne le pensais », admit Margaret. Morrison demande une garde 50-50, une semaine sur 2. Ils soutiennent que M. Hughes a fait preuve de constance et d'engagement à travers ses visites surveillées et que les enfants bénéficieraient d'un temps égal avec les 2 parents. Ce sont des bébés, dit Nancy désespérément. Ils ont 8 mois. Ils ont besoin de stabilité, de routine, de cohérence. Comment balloter entre 2 maisons peut-il être cohérent? Les tribunaux ont été de plus en plus favorables aux droits des pères, répondit Margaret avec prudence. Étage Hughes a des avantages significatifs, stabilité financière, casier vierge, et il a été constant dans ses visites. De plus, les enfants réagissent bien à lui selon les rapports du travailleur social. Nancy sentit le contrôle prudent qu'elle avait maintenu pendant des mois commencer à se fissurer. Alors, quelles sont mes chances? Margaret hésita, ce qui était une réponse suffisante. Si cela va au procès, ce sera difficile. Morrison peindra l'image d'un père à qui l'on a systématiquement refusé l'accès à ses enfants malgré un engagement sincère. Ils soutiendront que vous êtes vindicative, empêchant les enfants d'avoir une relation avec leur père. Je les protège, dit Nancy férocement. Je les protège d'un homme qui nous a abandonnés une fois et qui pourrait le refaire. Je sais cela, mais nous devons le prouver au tribunal. Et cela signifie exposer le schéma d'abandon de M. Hughes d'une manière qui convaincra un juge que la garde partagée n'est pas dans l'intérêt supérieur des enfants. Nancy se sentait piégée entre des choix impossibles, se battre et risquer de perdre ses enfants au profit d'un homme qui avait déjà prouvé son manque de fiabilité, ou ne pas se battre et les remettre volontairement. Dans les 2 cas, Thomas et Emma paieraient le prix des échecs de leurs parents. « De quoi avez-vous besoin de ma part ?» demanda Nancy doucement. « De tout », répondit Margaret. Chaque détail de votre relation, chaque promesse qu'il a brisée, chaque fois qu'il a choisi autre chose que vous et les enfants. Nous devons bâtir un dossier qui montre un modèle d'abandon et d'instabilité qui rendrait la garde partagée nuisible aux enfants.
La salle d'audience était bondée pour l'audience de garde. Nancy s'assit à côté de Margaret, essayant de projeter le calme alors que son cœur battait la chamade. Cette fois, les enjeux semblaient infiniment plus élevés. Pas seulement des visites, mais qui élèverait Thomas et Emma? Morrison se leva avec précision théâtrale. Votre honneur, au cours des 8 derniers mois, Monsieur Hughes a fait preuve d'un engagement inébranlable envers ses enfants. Il a assisté à chaque visite prévue, maintenu les paiements de soutien et pris des mesures significatives pour régler les problèmes personnels qui ont conduit à son absence initiale. Morrison décrivit les séances de thérapie de Matt, son travail bénévole et sa conformité totale aux ordonnances du tribunal. Margaret se leva pour la défense, la bataille difficile inscrite dans sa posture. Votre honneur, Monsieur Hughes a peut-être été constant pendant 8 mois, mais la constance sous supervision judiciaire est différente de la réalité quotidienne d'élever des enfants. Madame Nichols a été la seule soignante depuis la naissance, gérant les tétés de minuit, la maladie, les poussées dentaires, chaque aspect de leurs soins pendant que Monsieur Hughes profitait de temps de jeux surveillés. Les témoins de moralité appelés par Morrison furent dévastateurs. Madame Patterson témoigna de la croissance de Matt en tant que père. Le docteur Walsh parla de ses progrès en thérapie. Le plus dommageable fut le docteur Sarah Kim. Les enfants ayant des relations fortes avec les 2 parents, expliqua le docteur Kim, démontrent une meilleure régulation émotionnelle, une meilleure estime de soi, un plus grand succès scolaire. Refuser à ses enfants un temps égal avec leur père pourrait avoir des effets négatifs durables. Lorsque Nancy prit la barre, elle eut l'impression de marcher vers son exécution. Madame Nichols, commença doucement Margaret. Pouvez-vous décrire la réalité quotidienne de prendre soin de jumeaux en bas âge? Nancy prit une inspiration, essayant de trouver des mots qui pourraient transmettre la belle fatigue de la maternité. Ils se réveillent toutes les 3 heures, parfois plus souvent. Ils ont besoin d'être nourris, changés, réconfortés. Quand l'un dort, l'autre est souvent éveillé. Je n'ai pas fait une nuit complète depuis 8 mois, mais je n'échangerai pas un instant de tout cela. Monsieur Hughes s'est-il déjà occupé des enfants pendant la nuit? Non. Il ne les a jamais eus plus de 2 heures à la fois et toujours sous surveillance. Quelles inquiétudes avez-vous concernant la garde partagée? Nancy regarda à travers la salle vers Matt, qui l'observait avec une expression d'une attention si concentrée que cela lui serra la poitrine. Thomas et Emma me connaissent. Ils connaissent ma voix, mon odeur, mon toucher. Je suis leur sécurité, leur réconfort quand ils ont peur ou mal. Ils n'ont pas ce même lien avec leur père parce qu'il n'a pas été là pour les moments quotidiens qui construisent la confiance. Le contre-interrogatoire de Morrison fut brutal, mais attendu. Il dépeignit Nancy comme surprotectrice, refusant de permettre aux enfants de créer des liens avec leur père, motivés par la rancune plutôt que par leur intérêt supérieur. Madame Nichols, n'est-il pas vrai que vous n'avez fait aucun effort pour faciliter une relation plus profonde entre Monsieur Hughes et ses enfants? J'ai suivi chaque ordonnance du tribunal exactement comme elle était écrite, répondit Nancy avec prudence. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous fait un effort pour aider vos enfants à créer des liens avec leur père en dehors des visites requises? Nancy se sentit piégée. La réponse honnête était non. Elle n'avait rien fait pour encourager une relation entre Matt et leurs enfants au-delà de ce que le tribunal ordonnait. Mais admettre cela la faisait paraître vindicative et non coopérative. J'ai protégé mes enfants de la déception, dit-elle finalement. Je ne les laisserai pas s'attacher à quelqu'un qui pourrait partir à nouveau. Mais Monsieur Hughes n'est pas parti, n'est-ce pas? Il a été constant pendant 8 mois. 8 mois, ce n'est pas une vie, riposta Nancy. 8 mois ne suffisent pas pour prouver que quelqu'un qui m'a abandonné pendant la grossesse est prêt à être imperfiable. Lorsque Matt prit la barre, Nancy se prépara au même remords soigneusement élaboré qu'il avait montré lors de la première audience. Au lieu de cela, elle obtint quelque chose qui la surprit. Une honnêteté brute qui allait droit au cœur de leur situation. J'ai commis la pire erreur de ma vie quand j'ai quitté Nancy, dit Matt, en réponse à la question d'ouverture de Morrison. Pas seulement parce que je l'ai blessé, mais parce que je me suis privé de moi avec mes enfants que je ne pourrai jamais récupérer. Êtes-vous prêt à assumer les pleines responsabilités de la garde partagée? Je suis prêt à essayer, dit Matt, faisant écho à son témoignage précédent. J'ai appris tout ce que je pouvais sur le développement de l'enfant, sur les besoins spécifiques des nourrissons. J'ai sécurisé mon appartement, engagé un service de nounou pour le soutien, et réorganisé mon emploi du temps professionnel pour répondre à leurs besoins. Le contre-interrogatoire de Margaret se concentra sur les mêmes thèmes qu'auparavant,
mais cette fois les réponses de Matt portaient plus de poids en raison de sa constance démontrée. Monsieur Hughes, vous dites que vous êtes prêt à assumer l'entière responsabilité. Que se passe-t-il quand l'un des enfants tombe malade à 3 heures du matin? Quand ils font leurs dents et pleurent de manière inconsolable? Quand vous avez une crise commerciale qui exige votre attention? Les enfants passent en premier, dit Matt sans hésitation. J'ai appris cela en observant Nancy ces derniers mois. Quoi qu'il arrive d'autre dans ma vie, les besoins de Thomas et Emma passent en premier. Et si s'occuper d'eux devient écrasant? Si la réalité ne correspond pas à vos attentes? Matt la regarda directement. Alors je trouve une solution, je demande de l'aide, j'apprends, je m'adapte. Mais je ne fuis pas. J'ai appris la différence entre avoir peur et être un lâche, et je ne serai pas un lâche quand il s'agira de mes enfants. La juge Chen demanda une suspension, et Nancy suivit Margaret dans le couloir, ses jambes instables par l'adrénaline et la peur. À quel point est-ce mauvais? Demanda Nancy, bien qu'elle connût déjà la réponse à l'expression de Margaret. Mauvais, admit Margaret. Il a été constant, il est préparé, et les enfants réagissent bien à lui. À moins que nous ne puissions prouver une inaptitude réelle ou un danger, le tribunal est susceptible d'accorder une forme de garde élargie. Lorsque le tribunal se réunit à nouveau, la juge Chen rendit sa décision avec la précision clinique que Nancy en était venue à redouter. Cette cour a examiné tous les témoignages et preuves présentés. Bien que Madame Nichols ait été une soignante principale exemplaire, les preuves montrent que Monsieur Hughes a fait preuve d'un engagement sincère envers ses enfants et a pris des mesures importantes pour régler les problèmes qui ont conduit à son absence initiale. Nancy sentit le monde basculer alors que la juge Chen continuait. Cependant, étant donné le jeune âge des enfants et leur routine établie avec Madame Nichols, cette cour mettra en œuvre un calendrier de garde progressif. Monsieur Hughes aura un droit de visite avec nuitée un week-end sur 2, s'étendant à une semaine sur 2 lorsque les enfants auront 18 mois. Madame Nichols conservera la garde physique principale, mais les 2 parents partageront la garde légale et les responsabilités décisionnelles. Nancy entendit à peine le reste de la décision à travers le bourdonnement dans ses oreilles. Visite avec nuitée, garde légale, responsabilité décisionnelle. Elle avait perdu. Pas complètement, mais assez catastrophiquement pour que son monde ne soit plus jamais le même. À l'extérieur du palais de justice, Nancy se tenait sur les marches pendant que Margaret rassemblait ses papiers et se préparait à partir. Matt sortit du bâtiment avec son équipe juridique, mais lorsqu'il vit Nancy, il les congédia d'un geste et marcha vers elle. Nancy, dit-il doucement, et elle put entendre quelque chose qui aurait pu être du regret dans sa voix. Elle se tourna pour lui faire face, surprise par l'engourdissement qui avait remplacé sa panique précédente. Félicitations, tu as obtenu ce que tu voulais. Ce n'est pas ce que je voulais, répondit Matt, faisant écho à ses mots d'il y a 8 mois. Je voulais que nous travaillions ensemble pour le bien des enfants. Je voulais trouver un moyen d'être une famille, même si ce n'est pas le genre traditionnel. Nancy rit, mais le son sortit brisé et tranchant. Tu voulais une bagarre, tu en as eu une, et tu as perdu. J'ai toujours la garde principale, et les enfants m'appelleront toujours quand ils auront peur au milieu de la nuit. Tu as les week-ends et un jour férié sur 2, mais tu ne seras pas leurs vrais parents. Les mots étaient cruels, et Nancy le savait. Mais elle se noyait dans la réalité de ce qui venait de se passer, et la cruauté ressemblait à la seule bouée de sauvetage disponible. Ce sont mes enfants aussi, dit Matt doucement. Je sais que je n'ai pas encore gagné le droit d'être leur père, mais je vais continuer à essayer jusqu'à ce que je le fasse. Nancy le fixa. Cet homme qui avait détruit sa confiance et qui démantelait maintenant systématiquement la vie qu'elle avait construite pour leurs enfants. Pendant un instant, elle vit une lueur de l'homme qu'elle avait aimé autrefois, vulnérable, déterminé, portant sa propre douleur mais refusant de la laisser le vaincre. Puis le moment passa, et tout ce qu'elle put voir fut l'ennemi qui venait de gagner une bataille qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Tu voulais te battre pour nos enfants, dit Nancy, la voix froide de finalité. Bien. Mais comprends ceci, chaque jour qu'ils passeront avec toi, ils sauront que tu es l'homme qui a abandonné leur mère quand elle avait le plus besoin de toi. Ils sauront que tu as dû être forcé par un tribunal pour être leur père. Et quand ils seront assez vieux pour choisir, ils choisiront le parent qui était là depuis le début. Elle s'éloigna sans se retourner, laissant Matt debout seul sur les marches du palais de justice. Mais même en montant dans la voiture de Sarah, même en se disant qu'elle combattrait ce nouvel arrangement à chaque étape, Nancy ne pouvait se défaire du souvenir de la douleur dans les yeux de Matt lorsqu'elle lui avait porté le coup final. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar juridique,
elle se demanda si peut-être son besoin de protéger ses enfants causait autant de dégâts que l'homme dont elle essayait de les protéger. Chapitre 7, le point de rupture. 8 mois après la naissance des jumeaux, la vie de Matt s'était installée dans un rythme qui semblait simultanément routinier et déchirant. Un vendredi sur deux, il transformait son pantoute stérile en quelque chose ressemblant à une maison pour 2 enfants de 18 mois. Thomas et Emma avaient appris ses habitudes. Il savait qu'il leur lirait des histoires avec des voix ridicules, qu'il avait des jouets spécifiques juste pour eux, qu'il était le « père du week-end », qui en faisait trop et souriait trop. Mais ils ne couraient pas vers lui lorsqu'il tombait. Ils ne cherchaient pas son réconfort lorsqu'ils avaient peur. Quand il pleurait, il réclamait « maman » avec cette certitude déchirante des enfants qui savent exactement qui est leur personne refuge. Et ce n'était pas cet homme qui leur achetait des jouets coûteux et vivait dans un appartement ressemblant davantage à un musée qu'à un foyer. Les visites nocturnes étaient des exercices de chorégraphie minutieuse. Matt avait engagé Maria Santos, une nounou avec 20 ans d'expérience, pour l'aider durant les séjours des enfants. Non pas parce qu'il ne pouvait pas gérer 2 tout petits seuls, mais parce que Thomas et Emma avaient besoin de la sécurité d'une présence familière lorsque leur monde basculait un week-end sur 2. Ce sont de bons enfants, lui disait souvent Maria, observant Matt tenter de convaincre Emma de manger son dîner ou Thomas de jouer avec autre chose que le carton d'emballage de ses jouets hors de prix. Mais ils ne vous connaissent pas encore. Ils sont polis avec vous comme avec un gentil étranger. Il faut du temps pour se sentir en famille. Du temps. C'était la seule chose que Matt ne pouvait ni acheter, ni négocier, ni forcer. Un week-end sur 2, il disposait de 48 heures pour prouver qu'il était digne d'enfants qui avaient déjà décidé que l'amour résidait dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, avec une mère qui chantait des berceuses fausses et savait exactement comment faire disparaître leur peur. Ces séances avec le Dr Walsh étaient devenues des exercices de brutalité honnête sur la situation impossible qu'il avait créée. « Parlez-moi de ce week-end », demanda le Dr Walsh lors de leur séance du mardi. Son attention patiente était fixée sur l'homme qui avait appris à disséquer ses propres échecs avec une précision clinique. Emma a fait un cauchemar, dit Matt en fixant ses mains. Elle s'est réveillée en pleurant pour Nancy, et rien de ce que j'ai pu faire n'a suffi à la calmer. J'ai essayé de lui lire une histoire, de chanter les chansons que j'ai entendues Nancy chanter, j'ai même appelé Nancy pour voir si elle pouvait aider au téléphone. Mais Emma continuait de pleurer pour sa maman, et je me suis senti comme un intrus dans la vie de mon propre enfant. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Matt resta silencieux un long moment, cherchant les mots pour capturer la solitude dévastatrice d'être nécessaire à des enfants qui, au fond, ne voulaient pas de vous. J'ai eu l'impression d'être puni pour le reste de ma vie pour une seule terrible décision, finit-il par dire. Comme si, peu importe ce que je fais, peu importe ma constance, peu importe à quel point je les aime, je serai toujours le parent de substitution. Celui qu'ils tolèrent parce qu'ils le doivent, pas celui qu'ils choisissent parce qu'ils le veulent. Pensez-vous que ce soit la faute de Nancy? La question flottait dans l'air comme un défi. Le premier instinct de Matt fut de dire oui. Nancy aurait pu rendre les choses plus faciles, aurait pu aider les enfants à s'adapter, aurait pu être moins froide lors de leurs échanges. Mais ces mois de thérapie lui avaient appris à regarder au-delà de ses réactions initiales. C'est ma faute, admit-il. J'ai créé cette situation quand j'ai quitté Nancy pendant sa grossesse. Tout le reste, les batailles juridiques, la confusion des enfants, leur préférence pour leur mère n'est que la conséquence de ce choix originel. Que faudrait-il pour changer cette dynamique? Matt rit, mais sans la moindre trace d'humour. Une machine à remonter le temps. La capacité de revenir en arrière et d'être l'homme dont Nancy avait besoin dès le début. Puisque le voyage dans le temps n'est pas disponible, quelle est l'alternative? Je ne sais pas, dit Matt honnêtement. Je continue de me présenter, continue d'essayer, continue d'espérer qu'un jour Thomas et Emma me verront comme autre chose qu'une obligation du week-end. Mais parfois je pense qu'il serait mieux si je disparaissais à nouveau. Le Dr Walsh se pencha légèrement en avant, son expression s'aiguisant. Le croyez-vous vraiment? Non, répondit Matt immédiatement. Mais j'y pense. Quand Emma pleure pour sa maman et que je ne peux pas la consoler, quand Thomas demande quand il pourra rentrer à la maison lors de notre samedi au parc, quand ils s'illuminent tous les deux à l'arrivée de Nancy d'une manière qu'ils ne font jamais pour moi. Je me demande si ma présence dans leur vie les aide ou rend tout le monde misérable. C'est cette conversation qui repassait en boucle dans la tête de Matt lorsque son assistante fit irruption dans son bureau un jeudi après-midi de décembre. Son attitude habituellement composée était brisée par la nouvelle qu'elle portait. « Monsieur Hughes » dit Jennifer hors d'haleine,
il y a eu un incendie dans l'immeuble de Nancy. Les enfants. Matt bougeait déjà avant qu'elle n'ait fini sa phrase, attrapant ses clés et sa veste alors que son cœur martelait ses côtes. Le trajet vers le quartier de Nancy se passa dans un flou de feux rouges et de scénarios catastrophes. Lorsqu'il arriva sur les lieux, les pompiers avaient maîtrisé le brasier, mais la façade de l'immeuble était noircie par la fumée et le parking était rempli de résidents déplacés serrant contre le peu d'affaires qu'ils avaient réussi à sauver. Matt trouva Nancy assise sur le trottoir de l'autre côté de la rue, toujours en blouse d'hôpital, tenant Thomas et Emma tout en fixant l'immeuble qui avait été leur foyer. Des bénévoles de la Croix-Rouge distribuaient des couvertures et de l'eau, mais Nancy semblait indifférente à tout, sauf aux 2 enfants dans ses bras. Matt s'approcha lentement, craignant que sa présence n'aggrave cette tragédie. Lorsque Nancy leva les yeux et le vit, son visage traversa une progression rapide d'émotions, surprise, lassitude, puis quelque chose qui ressemblait dangereusement à du soulagement. « Comment as-tu » commença-t-elle. Jennifer l'a vu aux infos, expliqua doucement Matt, s'agenouillant sur le bitume près d'eux. « Tu es blessé ? Les enfants vont bien ? » « Nous allons bien, » dit Nancy machinalement, mais sa voix tremblait. « Nous sommes sortis à temps. Tout le monde est sorti. Mais tout le reste. » Elle fit un geste impuissant vers l'immeuble, et Matt put voir les fenêtres noircies de fumée au 3e étage, là où le petit appartement de Nancy avait été leur sanctuaire. Thomas leva les yeux vers Matt avec curiosité, apparemment peu perturbé par le chaos environnant. « Papa » dit-il clairement, utilisant le mot que Nancy avait enseigné aux 2 enfants malgré tout ce qui s'était passé entre eux. « Camion de pompiers. »« Je le vois. »« Je le vois, mon grand » dit Matt doucement, le cœur brisé par la façon décontractée dont son fils l'incluait dans ce moment de crise. « Un gros camion rouge, hein ?» Emma était moins intéressée par la conversation. Son visage était pressé contre l'épaule de Nancy avec l'abandon épuisé d'un enfant ayant vécu trop d'émotions pour une seule journée. Mais lorsqu'elle aperçut Matt, elle tendit une petite main vers lui, un geste de confiance qui ressemblait à un cadeau inespéré. « Nancy, » dit Matt avec précaution, « je sais que tu ne veux pas de mon aide, mais... » « Ne le fais pas » l'interrompit Nancy, mais sa voix avait perdu son tranchant habituel. « Juste. Ne le fais pas. Je ne peux pas supporter ta pitié en plus de tout le reste. » Matt s'installa plus confortablement sur le trottoir, ignorant le froid de décembre qui s'infiltrait à travers son costume coûteux. « Ce n'est pas de la pitié. »« Alors qu'est-ce que c'est ?» La question resta suspendue entre eux, et Matt réalisa que c'était la première vraie conversation qu'ils avaient depuis des mois qui n'était pas filtrée par des avocats, des travailleurs sociaux ou la chorégraphie prudente des échanges de garde. « C'est de l'amour, » dit-il simplement. « Je t'aime. Je t'ai aimé tout ce temps, et j'étais trop brisé pour l'admettre. » Le rire de Nancy fut sec et amer. « De l'amour ? Tu penses que c'est de l'amour ? Débarquer à mon pire moment avec tes déclarations ? Non, » dit Matt doucement. L'amour, ça aurait été de rester quand les choses sont devenues difficiles la première fois. L'amour, ça aurait été de répondre à tes appels quand tu étais enceinte et effrayée. L'amour, ça aurait été de me battre pour nous au lieu de m'enfuir. Nancy le fixa, ne s'attendant clairement pas à une honnêteté aussi crue. Autour d'eux, le chaos contrôlé de la scène d'incendie continuait. « Alors qu'est-ce que c'est, ça ?» demanda Nancy, sa voix à peine audible par-dessus le bruit ambiant. « C'est moi, comprenant trop tard ce que j'ai jeté, » répondit Matt. « C'est moi, sachant que je ne peux pas réparer ce que j'ai brisé, mais refusant d'aggraver les dégâts en disparaissant à nouveau. » Emma s'était endormie contre l'épaule de Nancy. Thomas luttait contre le sommeil avec la détermination d'un tout petit qui ne voulait rien manquer d'intéressant. « Ma sœur vient nous chercher, » dit finalement Nancy. « Nous resterons avec elle jusqu'à ce qu'on trouve un autre endroit. » Matt hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. L'envie d'offrir son pantouse, ses ressources, son aide était écrasante. Mais il avait appris que l'indépendance de Nancy était à la fois sa force et son armure. « Les affaires des enfants » dit Matt à la place. « Leurs vêtements, leurs jouets. »« Disparus » dit Nancy d'un ton plat. « Tout est parti. Leurs livres de naissance, leur première tenue, les couvertures avec lesquelles ils dorment depuis leur naissance. Tout. » La dévastation dans sa voix brisa quelque chose dans la poitrine de Matt. Ce n'était pas juste des possessions. C'étaient les preuves tangibles de la brève histoire de Thomas et Emma, les artefacts de l'amour de leur mère qui ne pouvaient être remplacés par de l'argent ou de bonnes intentions. « Je suis tellement désolé » dit Matt,
et il le pensait plus qu'il n'avait jamais rien pensé depuis des mois. L'es-tu vraiment? Nancy se tourna pour le regarder directement, ses yeux bruns contenant plus de douleur que de colère pour la première fois depuis l'hôpital. Es-tu désolé que cela soit arrivé, ou es-tu désolé de ne pas pouvoir le réparer? La question était juste et dévastatrice. Je suis désolé que toi et les enfants traversiez cela, dit-il avec soin. Je suis désolé que la vie continue de mettre des obstacles sur ton chemin alors que tu portes déjà tant, et je suis désolé que ma présence ici rende probablement les choses plus difficiles au lieu de les faciliter. Nancy resta silencieuse un long moment, étudiant son visage. Tu veux savoir le pire, dit-elle finalement. Le pire, c'est que quand je t'ai vu marcher vers nous, pendant une seconde, j'ai été soulagé. Pendant un moment stupide, j'ai pensé, Dieu merci, quelqu'un est là pour aider, et puis je me suis souvenu que tu n'es pas quelqu'un sur qui je peux compter. Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Mais sous la douleur, Matt entendit quelque chose qui lui donna une étincelle d'espoir. Tu peux compter sur moi, dit-il doucement. Je sais que mon passé ne plaide pas en ma faveur, mais Nancy, tu peux compter sur moi pour les enfants, pour tout ce dont tu as besoin, aussi longtemps que tu en auras besoin. Le puis-je? La voix de Nancy était à vif, chargée d'épuisement et de larmes non versées. Puis-je compter sur toi quand les factures juridiques s'accumuleront, quand l'assurance essaiera de refuser notre réclamation, quand les enfants demanderont pourquoi on ne peut pas rentrer à la maison? Seras-tu toujours là quand nous aider cessera de te faire sentir noble et commencera à ressembler à du travail? Matt regarda ses enfants et ressentit quelque chose s'installer dans sa poitrine qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pas l'amour désespéré qui exigeait une réciprocité, ni le besoin coupable de réparer, mais un engagement simple et inébranlable. Oui, dit-il sans hésitation. Je serai là pour tout ce qui viendra, que tu veuilles de moi ou non. Pas parce que j'attends quelque chose de toi, pas pour gagner ton pardon, mais parce que tu es la mère de mes enfants et que tu ne devrais pas avoir à affronter ça seule. Nancy le fixa longuement, et Matt vit ses murs soigneusement construits vaciller légèrement. Ma sœur arrive, répéta-t-elle, mais avec moins de conviction qu'avant. D'accord, dit simplement Matt. Je vais attendre avec toi jusqu'à ce qu'elle soit là. Et ils restèrent assis ensemble sur le trottoir alors que l'obscurité de décembre tombait autour d'eux. Pour la première fois depuis plus d'un an, ils n'étaient ni adversaires ni coparents gérant un arrangement difficile. Ils étaient juste deux personnes ayant traversé quelque chose de terrible, essayant de comprendre la suite. Lorsque Sarah arriva une heure plus tard, elle les trouva toujours assis ensemble. Nancy, appela doucement Sarah. Nancy leva les yeux avec l'expression hébétée de quelqu'un émergeant d'un choc. Sarah, dit-elle, le soulagement évident dans sa voix. Merci d'être venue. Matt se leva à l'approche de Sarah, préparé à l'hostilité habituelle. Au lieu de cela, Sarah le regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Tu es venu, dit simplement Sarah. Bien sûr que je suis venu, répondit Matt, transférant avec précaution un Thomas endormi dans les bras de Sarah. Ce sont mes enfants aussi. Alors que Nancy rassemblait Emma et leurs quelques affaires sauvées, Matt resta en retrait. Nancy s'arrêta près de lui alors que Sarah se dirigeait vers sa voiture. Merci, dit Nancy doucement, sans tout à fait croiser son regard. D'être resté. De ne pas avoir essayé de tout arranger. Juste d'avoir été là. Toujours, dit Matt, le mot portant le poids d'une promesse qu'il comprenait enfin comment tenir. Quoi que tu aies besoin, quand tu en auras besoin, je serai là. Nancy hocha la tête une fois, puis s'éloigna. Mais pour la première fois depuis cette nuit affreuse où il avait détruit leur relation, Matt eut l'impression que, peut-être, il avait fait un pas pour devenir l'homme dont Nancy avait eu besoin depuis le début. Chapitre 8, le long chemin du retour. Matt ne contacta pas Nancy pendant 2 mois après l'incendie. Non pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce que le docteur Walsh lui avait appris la différence entre soutenir quelqu'un et l'envahir. Au lieu de cela, Matt canalisa son énergie pour devenir l'homme qu'il aurait dû être. Les séances de thérapie passèrent à 3 fois par semaine, plongeant plus profondément dans les schémas d'abandon. Parlez-moi de la réunion à l'Anon, dit le docteur Walsh lors d'une séance particulièrement difficile en janvier. C'était étrange au début, je ne suis pas un addict. Mais les schémas d'abandon sont similaires. La façon dont les gens partent quand les choses deviennent difficiles. Écoutez les gens parler de faire amende honorable, de la différence entre dire désolé et changer réellement. Cela m'a semblé pertinent. L'étape 9 concernait la réparation. Mais les vraies réparations ne résident pas dans ce que l'on dit, mais dans la façon dont on vit différemment à l'avenir.
Matt avait commencé à faire des réparations anonymes. Le fonds pour les familles déplacées avait grandi discrètement, aidant non seulement les voisins de Nancy, mais des familles dans tout Seattle. Le bénévolat à l'hôpital continuait. David, 13 ans, était maintenant en rémission complète. Sophie avait 8 ans désormais. Tu reviens tout le temps, observa Sophie pendant une de leurs séances d'art. Même quand les gens sont méchants avec toi. Matt fit une pause dans son coloriage. Qu'est-ce que tu veux dire? Certains adultes pensent que tu es seulement là pour te donner bonne conscience, mais tu continues à nous faire la lecture même quand ils chuchotent sur toi. L'observation frappa plus fort que n'importe quelle accusation de Nancy. Ses enfants avaient remarqué sa constance là où les personnes qui comptaient le plus pour lui ne voyaient que manipulation. Je reviens parce que vous en valez la peine, dit simplement Matt. Ce que pensent les autres n'y change rien. Lorsqu'il contacta finalement Nancy, ce fut par une lettre remise par Sarah. Nancy. Je ne t'écris pas pour demander quoi que ce soit. Je t'écris parce que j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu ne pouvais pas me faire confiance pour être le père de Thomas et Emma. J'ai passé toute notre relation terrifiée à l'idée que tu me quittes, alors je suis parti le premier. Je me disais que je nous protégeais tous les deux, mais je ne protégeais que moi-même de la vulnérabilité d'aimer quelqu'un complètement. Quand tu m'as annoncé ta grossesse, ma première pensée n'a pas été pour les enfants. C'était sur la douleur que je ressentirais quand tu réaliserais que je ne valais pas la peine de rester. J'avais tort sur toute la ligne. Nos enfants n'étaient pas un piège ou un fardeau. Ils étaient un cadeau que j'étais trop brisé pour recevoir. Je ne promets pas de ne plus jamais avoir peur, mais je promets de ne plus jamais fuir. Ni de toi, ni de nos enfants, ni du travail nécessaire pour être digne de l'amour que tu m'offrais. Je ne demande pas le pardon. Je te dis simplement que je fais le travail pour devenir un homme meilleur. Matt. Sarah l'avait appelé 3 jours plus tard. Elle l'a lu, fut tout ce qu'elle dit. La crise économique frappa en février, menaçant de détruire tout ce que Matt avait construit. Un investisseur clé se retirait. L'ancien Matt se serait jeté dans des journées de 18 heures, utilisant la crise comme excuse pour tout éviter. À la place, Matt maintint son emploi du temps, thérapie, hôpital, réunion. L'entreprise compte, dit-il à son conseil d'administration, mais ce n'est pas la seule chose qui compte. J'ai des engagements envers des personnes qui dépendent de moi, et je ne briserai pas ces engagements, même si cela nous coûte tout. Étonnamment, cette clarté fit de lui un meilleur homme d'affaires. L'entreprise survécut. Plus important encore, Matt s'était prouvé qu'il pouvait affronter une crise sans abandonner ceux qui comptaient. Chapitre 9, Gagner la confiance. L'appel de Nancy arriva un jeudi pluvieux de mars. C'est Nancy. On peut parler? Le rythme cardiaque de Matt s'accéléra. Bien sûr. De quoi as-tu besoin? J'ai reçu ta lettre. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur la constance. Je veux essayer quelque chose de différent avec les visites. Ils se rencontrèrent dans la salle familiale de l'hôpital. Les visites supervisées ne fonctionnent pas, dit Nancy sans préambule. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que les enfants ne peuvent pas vraiment te connaître par tranche de 2 heures avec un étranger qui regarde. Matt hocha la tête, craignant d'espérer. Que proposes-tu? Des visites non supervisées, ici à la salle de jeu de l'hôpital. Si ça se passe bien. On pourra parler d'élargir cela. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ta lettre. Et la façon dont tu as géré la crise de ton entreprise sans disparaître. Sarah m'a dit que tu aurais pu tout perdre, mais que tu n'as pas changé ton emploi du temps. Les nouvelles visites furent une révélation. Sans Madame Patterson prenant des notes dans un coin, Matt put enfin voir ses enfants tels qu'ils étaient vraiment. Emma était prudente mais curieuse. Lorsqu'elle lui sourit enfin, un vrai sourire, Matt sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine. Thomas était de l'énergie pure. Quand il tomba un après-midi et chercha immédiatement le regard de Matt pour du réconfort au lieu de pleurer pour sa mère, Matt comprit ce que signifiait être nécessaire. « Papa, dit Thomas en lui tendant une petite voiture. »« Conduire voiture ? » ?»« On peut conduire la voiture, approuva Matt. »« Où devrions-nous aller ? » ?»« Hôpital. » déclara Thomas. « Voir maman. » La façon décontractée dont Thomas incluait Matt dans son monde serra la gorge de Matt. Nancy observait ses interactions depuis l'autre bout de la salle de jeu, et son expression changeait. Elle ne le voyait plus comme l'homme qui l'avait abandonné,
mais comme le père qu'il devenait. Une tentative d'OPA hostile frappa l'entreprise de Matt fin avril. Ses avocats exigèrent des journées de 18 heures. Non, dit Matt calmement. J'ai des engagements qui comptent. Plus que de perdre tout ce que vous avez construit? Oui. Bien plus. Il maintint ses visites. Quand Emma fut malade, Matt passa toute la visite à la bercer contre sa poitrine. Tu n'étais pas obligé de venir, observa Nancy. Elle va juste dormir tout le temps. Elle a besoin de savoir que je serai la même quand elle n'est pas au mieux de sa forme, répondit Matt. Nancy le fixa, et Matt vit passer sur ses traits quelque chose qui ressemblait dangereusement à un début de pardon. La tentative d'OPA échoua. Mais Matt remarqua à peine cette victoire professionnelle. Thomas et Emma commençaient à l'aimer. C'est lors d'une visite particulièrement agréable en mai que Nancy annonça la nouvelle. On m'a offert un travail, dit-elle. Infirmière-chef en pédiatrie. C'est tout ce que je voulais professionnellement. C'est incroyable, Nancy. Le poste est à Boston. Les mots le frappèrent de plein fouet. Boston, à l'autre bout du pays. C'est un forfait de relocalisation complet, continua Nancy. Une chance pour les jumeaux de grandir près de l'océan, de bonnes écoles, un nouveau départ. Matt sentit la vieille panique monter. L'envie de se battre, d'offrir de l'argent. Mais il se retint. Quand dois-tu décider, demanda-t-il doucement. Dans 2 semaines. Je voulais te le dire avant de prendre une décision. Alors que Nancy rassemblait leurs affaires, Matt prit la décision la plus difficile de sa vie. Nancy, dit-il doucement. Quoi que tu décides, je veux que tu saches que je te soutiendrai. Si Boston est ce qu'il y a de mieux pour toi et les enfants, alors c'est ce qui compte. Nancy le fixa avec surprise. Tu ne vas pas essayer de m'arrêter? Non. Je t'aime et je les aime assez pour vouloir ce qu'il y a de mieux pour vous, même si cela me détruit. Pour la première fois depuis plus d'1 an, Nancy regarda Matt Huguet, l'homme dont elle était tombée amoureuse. Chapitre 10, se battre pour toujours. Nancy annonça sa décision à Matt lors de ce qui aurait pu être leur dernière visite. J'ai réfléchi à Boston, dit-elle doucement. C'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu. Le salaire à lui seul signifierait ne plus jamais s'inquiéter pour l'argent. Ça semble être une opportunité incroyable, dit Matt, gardant une expression neutre malgré son cœur qui se brisait. As-tu décidé? Je n'arrête pas de me demander quel genre de vie je veux modéliser pour eux. Est-ce que je veux leur apprendre que quand la vie devient difficile, on s'enfuit vers un endroit plus facile? Que quand les gens vous blessent, vous mettez 4000 km entre vous et la possibilité d'être blessé à nouveau. Parfois, fuir est de l'autopréservation, dit Matt gentiment. Et parfois, c'est juste la peur déguisée en sagesse, répondit Nancy. J'ai eu peur pendant si longtemps, Matt. Peur de te faire confiance, peur de croire que tu as vraiment changé. Mais en t'observant ces derniers mois. Elle laissa sa phrase en suspens. Que as-tu décidé? Nancy prit une profonde inspiration. Je refuse Boston. Matt sentit l'air quitter ses poumons. Nancy, tu n'es pas obligée. Je ne le fais pas pour toi, l'interrompit-elle fermement. Je le fais parce que fuir, même vers quelque chose de bien, serait commettre la même erreur que toi. Je reste parce que c'est ici que nous construisons notre vie, et je ne laisserai plus la peur dicter mes décisions. Les mots formèrent un pont qu'aucun d'eux n'avait prévu de traverser. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Demanda Matt avec précaution. Je ne sais pas, admit Nancy. Mais je pense que j'aimerais découvrir si tu es prêt à essayer à nouveau. Lentement. Avec des règles, des limites, et la compréhension que la confiance doit être reconstruite un jour à la fois. Matt sentit les larmes lui monter aux yeux. Nancy, je ferai n'importe quoi pour avoir la chance d'essayer à nouveau. Pas n'importe quoi, corrigea Nancy avec un petit sourire. Juste les bonnes choses. Chaque jour. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Leur premier vrai rendez-vous eut lieu 3 semaines plus tard. Le dîner se déroula dans le même restaurant où ils avaient partagé une tarte lors de leur première relation. C'est étrange, admit Nancy. Sortir avec le père de mes enfants, essayer de tomber amoureuse de quelqu'un dont je sais déjà qu'il peut me briser le cœur. Ce n'est pas une question de retrouver ce que nous avions, dit Matt. Cette relation s'est terminée quand je suis parti. Il s'agit de construire quelque chose de nouveau.
La relation qui émergea fut différente. Plus prudente, plus intentionnelle. Matt courtisa Nancy avec la patience de quelqu'un qui comprenait que certaines choses ne pouvaient être précipitées. Maman-papa ensemble, observa Thomas un après-midi au parc. Oui, mon bébé, répondit Nancy en regardant Matt pousser Emma sur la balançoire. Ensemble. La demande en mariage arriva 6 mois plus tard, sans feu d'artifice, mais lors d'un moment calme après le coucher des jumeaux. Nancy, dit Matt en s'agenouillant. Je ne peux pas promettre la perfection. Mais je peux promettre que je ne fuirai plus jamais. Veux-tu épouser un homme qui a enfin appris la différence entre avoir peur et être un lâche? Nancy regarda la bague, simple et élégante, puis l'homme qui l'offrait. Ce n'était pas l'homme d'affaires charmeur d'il y a 2 ans. C'était quelqu'un de plus solide, de plus authentique, éprouvé par les difficultés. Oui, dit-elle simplement. Ils se marièrent 6 mois plus tard dans la chapelle de l'hôpital où ils s'étaient rencontrés. Thomas et Emma servirent de porteurs d'alliance. David, maintenant âgé de 15 ans, lut un passage sur les secondes chances. Sophie offrit à Nancy un dessin représentant des bonshommes allumettes se tenant la main sous un arc-en-ciel, avec la légende « Les gens qui se choisissent ». Alors que Matt et Nancy échangeaient leurs vœux, promettant de se choisir chaque jour, surtout dans les moments difficiles, ils savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que la facilité. Ils avaient trouvé un amour qui valait la peine de se battre, de se mériter et de se garder.